Cette vidéo est la première d'un ensemble pédagogique que je vous ai préparé et qui est destiné d'une part à compléter vos cours et d'autre part à tester votre capacité à exploiter des documents de biologie. Il faudra que vous arrêtiez la lecture de la vidéo sur chaque document à exploiter afin d'essayer de répondre à la question posée. Les réponses seront données à la fin de cette vidéo. Des photos seront présentées et vous devrez répondre à la question générale suivante. Analysez les photos qui vont apparaître successivement sur votre écran. Pensez bien à faire des pauses dans la lecture de la vidéo pour chacune des photos présentées afin de prendre le temps d'observer, de réfléchir et d'écrire quelques lignes si vous le souhaitez. Bon travail. Voici le document grand A qui présente deux photographies provenant de l'observation d'un même objet biologique. Faites une pause dans la vidéo et prenez le temps d'exploiter ces photographies. Voici le document grand B qui présente deux photographies provenant de l'observation d'un même objet biologique. Interrompez la vidéo et prenez le temps d'exploiter ce document. Voici le document grand C qui présente deux photographies provenant de l'observation d'un même objet biologique. Faites une pause dans cette vidéo et prenez à nouveau le temps d'exploiter ce document. Voici enfin le document grand D qui présente deux photographies provenant de l'observation d'un même objet biologique. Interrompez la vidéo et prenez le temps d'exploiter ce document. Pour finir, et pour que vous réfléchissiez encore un instant avant de découvrir les réponses, voici sur une même photo rassemblés les quatre grands éléments à identifier. Donc ce qu'on a vu en grand A, puis en grand B, puis en grand C, et enfin en grand D. Vous avez reconnu tous ces éléments? Bravo. Peut-être pas tous, peut-être certains. Nous allons voir. Voici venu maintenant le moment de découvrir la réponse à cette question et de vérifier si vous avez bien reconnu ces quatre éléments. Tous les documents que je vous ai montrés sont des micrographies, c'est-à-dire des photographies obtenues à partir de préparations observées avec un microscope optique, qu'on appelle aussi un microscope photonique, parce qu'il utilise la lumière, c'est-à-dire les photons, qui vont traverser l'échantillon à observer. Le microscope est un instrument d'optique, dont vous avez ici une photographie, et ce microscope va permettre de grossir l'image d'un objet de petite dimension. Le microscope optique est très utilisé en biologie, parce que très souvent en biologie, on a à observer et à identifier des structures de toute petite dimension. Les structures observées dans les photographies que je vous ai présentées étaient des cellules et il fallait identifier 4 types cellulaires différents, ce qui était une façon de vous montrer la diversité des cellules vivantes. Nous allons, dans un premier temps, exploiter le document grand A. Nous voyons ici des cellules, notamment ici avec une coloration spécifique. Une cellule, c'est un compartiment qui est limité par une membrane, qu'on appelle la membrane plasmique. Le milieu intracellulaire est un compartiment qu'on appelle le cytoplasme. Et nous notons ici la présence d'un noyau, ici coloré, ainsi que d'organites, limités par des membranes intracellulaires. Ces organites sont ici des vacuoles. On est donc en présence de cellules eucaryotes. On peut noter que ces cellules sont isolées, c'est-à-dire que la cellule, à elle seule, forme ici un véritable organisme vivant, complet, la cellule réalisant ici toutes les fonctions biologiques, fonctions de nutrition, de respiration, d'excrétion, de reproduction. Il s'agit ici d'un organisme unicellulaire. Et un eucaryote unicellulaire est appelé un protiste. Donc on est en présence de protistes ici. Alors, on voit ici que la cellule a quelques dizaines de micromètres de longueur, donc elle n'est pas de grande taille comme les cellules végétales classiques. Il n'y a pas de paroi pectocellulosique qui la limite, et il y a présence de cils. On devine aussi que cette cellule est facilement déformable.
Ceci laisse penser à une sorte d'animal unicellulaire, ce qu'on peut appeler un protozoaire. En effet, cette cellule elle est capable de se déplacer grâce à ses cils, elle est capable aussi de capturer ses aliments, qui sont essentiellement des bactéries, par un processus qu'on appelle la phagocytose. Et la digestion va se faire ensuite dans la cellule grâce à un système de vacuoles spécialisés qui sont des vacuoles digestives. Il s'agit donc ici d'un organisme unicellulaire hétérotrophe, c'est-à-dire qui a besoin de matière organique pour vivre. Et les protistes hétérotrophes sont appelés des protozoaires, c'est-à-dire des sortes d'animaux unicellulaires. Et on est en présence ici d'un protozoaire cilié. Il fallait reconnaître ici une paramécie, donc protiste et plus précisément protozoaire. Les paramécies vivent isolées en eau douce et on peut en trouver en abondance dans les étangs ou dans des eaux stagnantes dans lesquelles des végétaux morts sont en décomposition. Et comme cette cellule vit dans un milieu d'eau douce, c'est-à-dire un milieu qui est moins concentré que le cytoplasme, un milieu dit hypotonique par rapport à son cytoplasme, et bien cette cellule va en permanence absorber de l'eau de son environnement par osmose. Et l'excès d'eau dans le cytoplasme sera évacué grâce à des vacuoles pulsatiles. Nous allons dans un second temps exploiter le document grand B. Il s'agissait ici de cellules tout à fait différentes des paramécies. En effet, ces cellules sont beaucoup plus grandes que les cellules précédentes, de longueur de 100, parfois 200 micromètres. On voit qu'elles ont une forme géométrique, une forme rectangulaire, et elles sont limitées par une paroi épaisse et rigide, une paroi qui entoure la membrane plasmique. Elles contiennent une grande vacuole qui occupe la majeure partie du cytoplasme, une grande vacuole qui est gonflée d'eau et qui contient des pigments qui lui donnent justement cette couleur rouge. Ici, la préparation a été faite sans coloration, c'est la coloration naturelle qui est visible ici. Ces cellules ont un noyau, ce sont donc des cellules eucaryotes. Mais ces cellules ne sont pas isolées comme précédemment, mais elles sont liées les unes aux autres pour former un tissu. Il s'agit donc ici d'un eucaryote pluricellulaire, c'est-à-dire d'un organisme eucaryote composé par plusieurs cellules. La grande taille de cette cellule, la présence d'une grande vacuole qui occupe la majeure partie du cytoplasme, et enfin la présence d'une paroi épaisse qu'on appelle la paroi pectocellulosique qui rigidifie cette cellule, permet de dire qu'il s'agit ici d'une cellule végétale, c'est-à-dire une cellule faisant partie d'un végétal, d'un organisme végétal qui est en général un organisme autotrophe, c'est-à-dire capable de générer sa propre matière organique à partir de matières minérales. Et il s'agissait ici d'un petit fragment d'épiderme interne, d'écailles, de bulbes d'oignon rouge qui étaient montés entre lame et lamelle dans une goutte d'eau, et les pigments qui donnent cette coloration à la vacuole sont des anthocyanes. On pouvait noter ici sur la photographie de gauche que la grande vacuole, le volume important de la vacuole, montre que cette cellule est turgescente ici, et on peut penser qu'elle a été ici placée dans un milieu hypotonique ou hypoosmotique à la cellule végétale, ce qui a permis une entrée d'eau dans cette cellule. L'eau distillée, par exemple, c'est un milieu hypotonique, un milieu qui n'a pas de soluté et qui permet justement cette turgescence importante. Et on pouvait rappeler que la turgescence des cellules végétales associée à la présence de cette paroi rigide permettait d'expliquer le port érigé des végétaux. Nous allons maintenant, dans un troisième temps, analyser, exploiter le document grand C. Les photos du document grand C montrent de petites cellules, diamètre d'environ 10 microns, de petites cellules de forme arrondie, entourées d'une paroi rigide, paroi qui enveloppe la membrane plasmique. Et le cytoplasme contient ici des organites, notamment des vacuoles, mais aussi un noyau, bien qu'il soit difficile ici en microscopie optique de faire la différence entre le noyau et les vacuoles. Il s'agit ici de cellules eucaryotes, et ces cellules sont
isolés, exactement comme pour les paramécies. Mais on n'a pas de cils comme pour les paramécies, mais une paroi qui limite ces cellules. Ces cellules sont en fait des levures, et il s'agissait plus précisément de la levure de bière, ou Saccharomyces cerevisiae. La levure appartient au groupe des mycètes, ou fungi, qui sont des organismes qu'on appelle plus communément les champignons. Et la levure de bière est un champignon unicellulaire. La levure de bière est en fait un micro-organisme hétérotrophe, c'est-à-dire qu'il a besoin de matière organique pour vivre, exactement comme l'était la paramécie tout à l'heure. La levure est utilisée pour provoquer la fermentation de matière organique et elle sert ainsi à la fabrication du vin et de la bière, d'où son nom de levure de bière, et elle permet aussi, par fermentation, de faire lever la pâte à pain, d'où son autre nom de levure du boulanger. Dans un quatrième temps, nous allons corriger l'exploitation du document Grandet. Dans ce document Grandet, les photographies permettent d'observer un type cellulaire encore différent des 3 autres types cellulaires observés précédemment. On peut voir en effet ici des cellules arrondies qui ont un diamètre entre 10 et 40 microns, et nous voyons que ces cellules possèdent un volumineux noyau arrondi. Il s'agit donc ici de cellules eucaryotes. Comme leur taille est inférieure à celle des cellules végétales, comme leur forme est arrondie, et comme il n'y a pas de paroi limitant ces cellules, nous pouvons dire qu'il s'agit ici de cellules eucaryotes animales. Ce sont des cellules qui ne sont pas isolées, mais qui sont présentes au sein d'un tissu. Il s'agit ici de cellules d'un métazoaire. Le terme de métazoaire s'oppose au terme de protozoaire. Le groupe des métazoaires constitue l'ensemble des animaux, qui sont des organismes eucaryotes, pluricellulaires, hétérotrophes et généralement mobiles. L'homme, par exemple, est un métazoaire. Les cellules sont ici isolées dans de petites logettes et une matrice englobe ces logettes. Ces cellules sont les cellules qui fabriquent notre cartilage. On les appelle les chondrocytes et on est dans un organisme métazoaire tel que l'homme. Les chondrocytes sont isolés en fait dans des lacunes qu'on appelle les chondroplastes, et les chondrocytes n'ont pas vraiment une forme particulière, mais leur forme épouse simplement celle de leur cavité. Le cartilage constitue le squelette provisoire des embryons de mammifères, chez lesquels le cartilage sera progressivement remplacé par un squelette osseux. Les chondrocytes synthétisent les composants de la matrice extracellulaire du cartilage, qui est une matrice organique, constituée notamment par une protéine fibreuse qu'on appelle le collagène et par des macromolécules glucidiques. L'aspect de la matrice permet de distinguer différents types de cartilage. Il s'agit ici du cartilage hyalin, qui est le cartilage le plus fréquent. Sa matrice apparaît homogène en microscopie optique. Ce cartilage est aussi appelé cartilage articulaire quand il est présent aux extrémités des os longs qu'il recouvre, et il forme alors un coussin élastique qui absorbe les forces de compression exercées sur les articulations. Et chez l'enfant, ce cartilage présent à l'extrémité des os longs va constituer une zone de croissance active permettant aux os de croître en longueur. Chez l'adulte, on trouve aussi ce type de cartilage hyalin dans le larynx, dans la trachée et dans les bronches. Après avoir analysé les 4 documents, nous pouvons reprendre sur ce document commun les 4 types cellulaires que nous avons identifiés précédemment. On retrouve dans la partie grand A la paramécie, qui est, nous l'avons vu, un protiste
et plus précisément un protozoaire. On retrouve ici en B les cellules de l'épiderme d'oignon, qui sont des cellules végétales. On retrouve en C les levures, qui sont, nous l'avons vu, des champignons unicellulaires. Et on retrouve enfin en D les chondrocytes du cartilage hyalin, qui sont des cellules animales qui entrent dans la composition des métazoaires et qui entrent notamment dans la composition de l'être humain qui est un métazoaire. La cellule est l'unité structurale et fonctionnelle constitutive de tous les êtres vivants. Elle est limitée par une membrane plasmique qui est légendée ici en 1. Le milieu intracellulaire est appelé le cytoplasme, légendé ici en 3. Et une cellule eucaryote, comme toutes les cellules que nous avons vues ici, est une cellule qui possède un noyau et c'est une cellule qui, dans le cytoplasme, contient des compartiments internes qu'on appelle des organites et qui sont limités par d'autres systèmes membranaires. Et ces organites localisent différentes fonctions cellulaires. On retrouve ici, dans ce schéma, les grands groupes d'êtres vivants eucaryotes, représentés ici en orange. La paramécie fait partie du groupe des protistes. C'est un protozoaire qui fait partie du groupe des protistes. La levure fait partie des mycètes, des champignons, mais il existe d'autres champignons pluricellulaires comme celui qui est représenté ici. L'oignon fait partie des plantes. Et enfin, l'homme fait partie des métazoaires. Par opposition à la cellule eucaryote, on peut définir la cellule prokaryote comme une cellule qui est formée par un seul compartiment, une cellule qui est dépourvue de noyau et une cellule qui ne contient presque jamais d'organites à limitation membranaire. Les eubactéries, c'est-à-dire les bactéries vraies, sont un groupe majeur de prokaryotes. Les archées, qu'on appelle aussi les archéobactéries, sont des micro-organismes unicellulaires, prokaryotes également, mais qui vivent dans des milieux particuliers, souvent des milieux hostiles comme des eaux saturées en sel ou bien des sources sulfureuses très chaudes. Les deux grands types d'organismes cellulaires, prokaryotes et eucaryotes, ont un ancêtre commun d'un point de vue évolutif, qui est un ancêtre unicellulaire, qui est un ancêtre qui est en fait au départ qui était un organisme prokaryote. Attention, les virus ne sont pas des cellules, les virus sont des acaryotes. Ce sont en fait non pas des cellules mais des éléments qui sont dépourvus de noyaux, dépourvus d'organites. Ce sont des éléments qui n'ont pas de métabolisme propre. Ce sont des éléments qui ne peuvent se reproduire qu'en parasitant une cellule hôte, c'est-à-dire en détournant la machinerie de cette cellule hôte. Dans la prochaine vidéo, nous traiterons une deuxième question et vous devrez vous pencher sur la photo ci-dessous afin de poursuivre avec plus de détails l'organisation fonctionnelle de la cellule eucaryote et par conséquent, je vous dis à très bientôt.